C'est l'heure de BBC Info, bonsoir et bienvenue, voici les titres. C'était une icône de la lutte de libération, c'est l'hommage du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa à son prédécesseur Robert Mugabe, décédé aujourd'hui à 95 ans, réaction de ce journal. Héros pour certains, dictateur pour d'autres, Robert Mugabe a mené la lutte pour l'indépendance et a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans. Et pour sa visite à Madagascar, le souverain pontife a renoncé à sa papamobile habituelle pour une voiture entièrement fabriquée sur la grande île. Que son âme repose en paix. C'est en ces termes que le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a rendu hommage à son prédécesseur Robert Mugabe, dont il a annoncé le décès ce matin à l'âge de 95 ans. Voilà l'une des premières réactions suite à la disparition de Robert Mugabe, décédé à Singapour, où il a effectué de nombreux séjours médicaux. Et ce n'est pas tout le monde qui parle avec admiration de l'ex-président zimbabwéen, comme le montre ce sujet de Myriam Lawari. C'est ici, dans un hôpital à Singapour, que l'un des derniers pères de l'indépendance en Afrique s'est éteint à l'âge de 95 ans. À la santé fragile, Robert Mugabe y était hospitalisé depuis 5 mois. C'est sur son compte Twitter que le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, a annoncé la mort de son prédécesseur. Sur la scène internationale, la disparition de l'ancien chef d'État n'a laissé personne indifférent. Le monde politique lui a rendu un vibrant hommage. Nous nous souviendrons toujours du président Mugabe comme d'un vaillant leader du panafricanisme, de l'indépendance de l'Afrique. Nous rendons hommage à sa mémoire et transmettrons nos condoléances au peuple du Zimbabwe. 95 ans, c'est une longue vie. Dans ma culture, nous disons que nous célébrons. Nous ne disons pas « quelqu'un est mort ». Alors nous célébrons sa vie. Son héritage, je l'espère, est un bon héritage. C'était un combattant de la liberté, engagé, révolutionnaire, sans concession. À Harare, la capitale du Zimbabwe, Robert Mugabe hante toujours les esprits. Il faut dire que ses 37 ans à la tête du pays ont marqué à jamais les Zimbabwéens. En tant que leader, la seule chose qu'il a faite de mal, c'est de rester longtemps au pouvoir. Et c'est la seule chose qui n'était pas bien. L'ancien président Robert Mugabe est une icône révolutionnaire et je respecte ça. Pour moi, si je parle un bon anglais, c'est grâce à notre ancien président. En Afrique du Sud, à Johannesburg, les réactions sont bien plus tranchées au sein de la communauté zimbabwéenne qui a fui le pays. Nous sommes ici en Afrique du Sud à cause de ce qui se passait au Zimbabwe. Nous ne voulions pas être ici, nous sommes venus ici juste à cause de ce qui s'est passé avec Mugabe au Zimbabwe. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour ma part, je suis heureuse qu'il soit mort. Malgré les opinions et les avis divergents autour de l'ancien président, Robert Mugabe restera bel et bien une personnalité qui compte dans l'histoire de l'Afrique. À présent, je vous propose de revenir sur le parcours de Robert Mugabe avec ce récit de Claire Onemendi. C'est en tant que libérateur du Zimbabwe que Robert Mugabe entre sur la scène internationale. Activiste depuis les années 1960, il est jeté en prison sans procès pendant 10 ans. Il mène une guérilla contre le régime de la minorité blanche jusqu'à sa victoire électorale en 1980 où il devient Premier ministre. Au début, le nouveau Zimbabwe prospère avec des dépenses importantes dans l'éducation et l'infrastructure. Il en résulte une classe moyenne noire prospère et l'une des populations les plus instruites du continent. Mais il y a aussi le côté obscur du tableau. Mugabe déploie une unité militaire dans le sud du Zimbabwe pour faire face à des centaines d'insurgés. Entre 1983 et 1987, des milliers de personnes sont assassinées, mais le monde entier ferme les yeux. À la fin des années 1990, l'économie touche le fond et un nouveau parti politique est en plein essor.
Désespéré de retrouver sa popularité d'antan, Mugabe joue une nouvelle carte politique. Les terres saisies par le gouvernement colonial sont encore aux mains de la minorité blanche. Sentant la frustration, Mugabe encourage les Noirs à reprendre leurs terres et ils le font, souvent violemment. Le monde occidental réagit alors, rompt les liens diplomatiques et impose des sanctions économiques. L'opposition, y compris ses dirigeants les plus en vue et les défenseurs des droits de l'homme, sont alors les victimes collatérales de la colère de Mugabe. En 2008, le pays connaît une inflation estimée à des milliards de pourcents et un chômage généralisé. Mugabe subit sa première défaite électorale. Cela conduit à une recrudescence de la violence au second tour. La Grande-Bretagne lui retire son titre de noblesse et ses anciens alliés lui tournent le dos. Mais pour avoir osé défier la domination politique occidentale, il reste un héros aux yeux de nombreux Africains. Il n'y aura jamais de changement de régime ici. Le peuple du Zimbabwe sera toujours au pouvoir. Au sein de son propre parti, cependant, le mécontentement monte. Beaucoup estiment qu'il est resté trop longtemps au pouvoir et qu'il doit passer la main. En novembre 2017, les tensions atteignent leur paroxysme lorsqu'il se débarrasse de son allié de toujours et vice-président. S'ensuivent rassemblements de masse, intervention de l'armée et assignation à résidence, puis sa démission forcée. Mugabe passe ces dernières années reclus dans son manoir. Beaucoup se souviendront de lui comme d'un orateur talentueux et d'un visionnaire qui a libéré le Zimbabwe. Mais son héritage risque de hanter le pays pendant de nombreuses années. Robert Mugabe, héros ou dictateur, l'homme a forcé l'admiration ou suscité le mépris au-delà des frontières de son pays. Alors qu'est-ce que l'Afrique retiendra de lui? Hippolyte Eric Djungep, géopolitologue camerounais, s'est entretenu avec notre correspondant Joël Kwama Yaoundé. Mugabe est à l'image de tous les présidents de ces pays devenus indépendants, comme l'ont été certains présidents d'Amérique latine, au Brésil, au Chili, au Pérou. Les libérateurs sont devenus des dictateurs en mettant de côté toute forme de valeurs démocratiques, toute forme de liberté d'expression. Et très vite, ces leaders libérateurs devenus dictateurs ont vu leur combat mourir sans avoir pu gêner. Et pour tout savoir sur la disparition de Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe, rendez-vous sur bbcafrique.com sur téléphone mobile. L'actu africaine, internationale et sportive. bbcafrique.com sur mobile, c'est la BBC dans votre poche. BBC Info se poursuit avec le reste de l'actu, en bref et en images. Le procès de Maurice Kamto, principal opposant au président camerounais Paul Biya, a été renvoyé au 8 octobre dès son ouverture devant le tribunal militaire de Yaoundé. 8 charges sont retenues contre Maurice Kamto, dont insurrection, hostilité à la patrie et incitation à la révolte. Parmi ses co-accusés, le célèbre rappeur Valsero, connu pour ses textes critiques à l'égard du régime de Yaoundé. Le premier gouvernement au Soudan depuis la chute en avril du président Omar el-Béchir a été dévoilé. C'est une étape majeure du processus de transition qui prévoit la mise en place d'institutions devant mener un pouvoir civil. Parmi les 18 ministres figurent 4 femmes, dont Asma Mohamed Abdallah, ministre des Affaires étrangères. La Chambre des Lords britannique a adopté le texte de loi visant à bloquer une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. Un vote qui inflige une nouvelle défaite au Premier ministre Boris Johnson, opposé à une telle initiative. Cette législation doit entrer en vigueur dès lundi, après approbation de la reine Elisabeth II. Et puis, ce coup de tonnerre dans le rap, la chanteuse américaine Nicki Minaj a annoncé sa retraite sur Twitter. Elle a déclaré qu'elle souhaitait s'occuper de sa famille. La New-Yorkaise de 36 ans est fiancée avec un responsable de l'industrie musicale américaine, Kenneth Petty. Ils doivent se marier dans quelques mois. Le pape François est arrivé à Madagascar pour la deuxième étape de sa tournée africaine. Il a été accueilli par le président Andry Rajoelina. Et lorsqu'il saluera les Malgaches à Antananarive, la capitale, le pontife va circuler dans une papamobile locale, un 4x4 cabriolet du constructeur automobile malgache Karenji, l'un des seuls en Afrique qui fait la fierté du pays. Raissa Youssouf.
Elle fait la fierté de la Grande Île. C'est une marque de voiture qui se distingue par un design unique et original. Voici la Carenz, un véhicule produit et conçu à Madagascar et dont le nom signifie vadrouiller en langue locale. Et c'est ici, dans la ville de Fianarantsoa, qu'est assemblée cette voiture. Suivez-moi, je vais vous montrer comment on la construit. Bonjour Luc Ronsin. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Bienvenue à Carenz, ça va aussi, merci. Donc vous êtes le gérant du relais, donc c'est ici qu'est construit la Carenz. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette voiture? Alors c'est un véhicule qui a été conçu pour Madagascar, donc qui est conçu pour être fonctionnel et adapté aux contraintes locales. Vous voyez par exemple, le capot qui est penché, ça c'est la visibilité. Le pare-brise qui est droit, c'est l'effet de serre, donc en fait la voiture chauffe moins. Vous avez un toit sarien aussi dans la voiture. Les vitres hautes, c'est la sécurité. Les pneumatiques qui sont montées en 15 pouces, donc en petit pneumatique, ça permet d'avoir une grande garde au sol et un budget pneumatique réduit. Donc elle est économique à l'usage. Cette forme ici, vous voyez, il y a une forme un peu comme ça. Elle a une forme d'œuf. Cette forme d'œuf, ça permet vraiment de se faufiler. La Carenz est lancée dans les années 80 avec l'espoir de créer une industrie automobile locale. L'usine a même conçu une papamobile pour la venue du pape Jean-Paul II en 1989. Mais après une transition politique chaotique, l'usine ferme ses portes en 1993. Les activités ont repris il y a seulement 10 ans. La majorité des pièces est fabriquée sur place. Premièrement, c'est la partie mécanique qui est importée parce qu'on ne peut pas construire les parties mécaniques, surtout les moteurs, ici à Madagascar. Et ce qui sont faits ici à l'usine à Fianarantsoa, c'est le châssis, on construit le châssis, le capitonnage, l'électricité et la carrosserie. Les sports avec Emmanuel Coste et en football, l'actualité du week-end est dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de la zone Afrique. Et aujourd'hui, Emmanuel, 2 matchs sont au programme. Oui, tout à fait. On a déjà un résultat. Un partout entre les Comores et le Togo. Fodo Laba avait ouvert le score pour les éperviers à la 34e minute, mais Ibrahim Youssouf égalisait pour les Comoriens à la 50e dans ce tour aller, ce tour préliminaire aller des éliminatoires du mondial. C'est un tour préliminaire qui est réservé, il faut le dire, il faut le préciser, disons aux équipes africaines les moins bien classées au classement mondial. Deuxième match prévu aujourd'hui, ça va commencer à 17h TU. La Gambie recevra l'Angola. Match retour mardi à Luanda, donc Angola-Gambie, et également à Lomé pour ce retour donc Togo-Comores. On va changer de ballon, on le fait souvent en ce moment. On parle de basketball avec la Coupe du Monde, messieurs, en Chine. Et ce matin, c'était le début du tour de classement pour les 5 représentants africains, ou plutôt pour les 4, car le Sénégal jouera demain contre l'Allemagne. Un tour de classement qui est un petit peu réservé finalement aux moins bonnes équipes de ce mondial. Alors, le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire dans son groupe 83-66, un groupe où figurait également la Chine, qui s'est imposée face à la Corée du Sud. Et puis dans un autre groupe de ce tour de classement, l'Angola a subi la loi de l'Iran. En revanche, la Tunisie a battu les Philippines. Demain, donc je vous l'ai dit, Allemagne, Sénégal à partir de 12h GMT, toujours dans ce tour de classement. On reparle de Caster Semenya. Est-ce qu'elle va se mettre sur une nouvelle carrière? Car finalement, elle a décidé de s'entraîner avec un club de football sud-africain, JVW. Elle ne peut pas pour le moment jouer pour ce club, car le marché des transferts est clos en Afrique du Sud. Vous savez que Caster Semenya ne pourra pas participer aux 800 mètres des mondiaux de Doha parce qu'elle fait appel contre une décision du TAS, le tribunal arbitral du sport, qui a approuvé la décision de l'IAAF demandant à certaines athlètes de prendre des médicaments pour limiter leur taux de testostérone, ce que Semenya, Nicolas, a toujours refusé de faire. Merci Emmanuel Coste pour cette page sportive. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment en RDC sur Raga TV. Demain, vous retrouverez Lamine Noureddine Konkobo pour BBC Echo. Et dimanche, Kéla René Mendy pour BBC Hebdo. Merci encore pour votre fidélité. Au revoir et à bientôt.